Bonjour Jessica, bonjour Frédéric. Bonjour Anthony. On va encore attendre un deux petites minutes, parce que là, il y a pas mal de connexions là en ce moment, et on va commencer le webinar. On va débuter, hein. Donc, bienvenue à toutes et à tous, hein, pour ce webinar Comarch l'AFP. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Anthony Delvalle, directeur général de Comarch France. Je serai accompagné, hein, pour animer ce webinaire, de Jessica Lavigne, qui est consultante CRM et fidélisation chez Comarch, et de Frédéric Leclé, qui est directeur général délégué de l'AFP. Donc, dans le sujet du jour, hein, c'est la fidélisation et le scan and go. Donc, voilà, c'est la thématique en tout cas du webinaire du jour. Donc, très rapidement, je vais vous présenter Comarch. Donc, Comarch, hein, nous sommes éditeurs, intégrateurs et hébergeurs. Donc, une société familiale créée en 93. Donc, nous sommes une société internationale. Donc, en France, nous sommes présents à Lille, à Paris, à Lyon et à Grenoble. Nous sommes experts connus et reconnus, hein, sur le marché du retail au niveau France et au niveau mondial. Donc, via la plateforme de commerce unifié Comarch en cloud privé, qui permet d'adresser les besoins des retailers de toute taille, donc différents secteurs, hein, donc que ce soit les commerces spécialisés, la grande distribution, le premium, mais aussi les magasins alimentaires. Donc aujourd'hui, donc deux grandes tendances au niveau de la plateforme de commerce unifié Comarch, c'est la partie encaissement magasin, donc encaissement classique avec des caisses, et également encaissement mobile. Donc ça va rejoindre aussi avec la thématique, hein, du jour, le scan and go, et également donc tout ce qui va être autour du back office magasin et également la fidélité et l'engagement client. Donc c'est le sujet effectivement du jour. Donc très rapidement, quelques références. Donc nous sommes experts connus et reconnus mondialement, hein, sur la partie fidélité. Donc si je prends une référence comme PMU, aujourd'hui chez PMU, on travaille avec eux depuis 2013. Nous gérons le programme de fidélité omnicanal, hein, sur l'ensemble des points de vente PMU, le site internet et les applications mobiles. Autre exemple, Intersport, où là, effectivement, on gère également le programme de fidélité et le moteur d'opération commerciale pour l'ensemble des magasins Intersport. Donc là, c'est une coopérative. Et pour terminer, Auchan, donc le client historique, hein, de Comarch sur la France. Donc nous gérons actuellement donc l'intégralité du moteur de fidélité pour les différents pays. Et c'est par ce biais-là aussi qu'on s'est connu historiquement avec l'AFP. Donc l'AFP, alors d'abord je me représente rapidement, Frédéric Leclé, directeur général délégué de l'AFP. Je vous présente mes excuses, mais j'ai un problème technique, donc je n'ai pas pu activer ma vidéo. Je saisis cette occasion, hein, pour remercier Comarch de nous avoir proposé ce webinaire. On est ravis d'y participer. L'AFP, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une fintech française, leader de ce qu'on appelle le paiement mobile augmenté, on en reparlera tout à l'heure. Et nous offrons des solutions de paiement mobile simples, avant-gardistes et sécurisées à plus de 1,7 million de particuliers via notre application l'AFP. Du côté B2B, nous accompagnons les grandes enseignes et l'écosystème du retail en général dans la digitalisation de la relation client et dans la fluidification des parcours d'achat. Quelques KPIs que vous voyez ici à l'écran. L'application l'AFP bénéficie de plus de 3,6 millions de téléchargements. En toute transparence, on a rajouté les comptes, hein, puisqu'il y a un tunnel. Hein, donc, on a 1,7 million de comptes actifs. On a 430 000 utilisateurs actifs par mois sur la solution de paiement. On a un peu plus de 740 000 cartes de fidélité dématérialisées. On travaille dans le retail sur la distribution alimentaire, la distribution spécialisée, la restauration. Quelques références, hein, Auchan, Franprix, Carrefour, Casino, Monoprix, Etam, Printemps, etc. Donc, nous avons la chance de travailler avec Comarch depuis 2015, puisque nous avons un client commun. On vous présentera par la suite quelques éléments de solution qui ont été mis en œuvre avec Auchan. Et nous avons également fait l'acquisition en 2019 de Neos. Alors, je le souligne parce que Neos est une société spécialisée dans le scan and go, et c'est donc ce qui fait aujourd'hui notre expertise sur le marché français, notamment
depuis cette acquisition. Voilà. Merci à Anthony et Frédéric donc, pour cette introduction et de Comarch et de l'AFP. Je voudrais revenir sur un point qui me paraît important quand on parle de fidélisation, mais aussi quand on parle de Scan & Go aujourd'hui. C'est tout simplement la situation actuelle dans laquelle on vit avec cette crise sanitaire, avec ces reconfinements successifs. Et en fait, quand on y réfléchit, ça fait bientôt 1 an, 10 mois qu'on est dans cette situation où les magasins étaient fermés, où on a eu des reconfinements. Et c'est justement parce que ça fait 10 mois qu'on peut aujourd'hui, je pense, se permettre de faire certains constats. Le premier constat notamment, c'est qu'on a une défiance en fait vis-à-vis des magasins physiques qui s'est installée. Ils ont d'abord été fermés, ce qui a engendré, je ne vous apprendrai rien, de l'ouverture, en fait l'expansion de nouveaux canaux ou des canaux existants tels que le drive, le click and collect, mais également tout ce qui est vente en ligne. Et on a aussi cette défiance en magasin, parce que dès que je vais en magasin, bien sûr, je suis avec des vendeurs, je suis avec des gens autour de moi. Donc, on a cette défiance qui s'est installée, d'où la problématique, comment, en fait, je peux faire revenir mes clients en magasin et comment réinventer le parcours client en magasin. Et voilà, je laisserai Frédéric parler sur ce point-là, je ne vais pas spoiler sa partie. Le deuxième constat qu'on peut faire, bien sûr, c'est en termes de fidélisation. On a eu un churn assez énorme au niveau des clients. On a des clients qui ont été perdus. Voilà, typiquement, j'allais régulièrement au magasin à côté de mon travail. Aujourd'hui, je suis en télétravail, donc je n'y vais plus. Je suis infidèle vis-à-vis de ce magasin, parce que maintenant, je vais plus souvent à celui qui est à côté de chez moi, plus proche de chez moi. Donc voilà, on a des clients qui ont été perdus. On a d'autres clients qui ont été gagnés un peu par opportunisme au final. Et la question vraiment qui reste quand on parle de fidélité, c'est comment réactiver mes clients perdus. Comment engager, fidéliser les nouveaux clients que j'ai gagnés. Et aujourd'hui, les solutions de fidélité sont assez essentielles en fait pour répondre à ces problématiques, surtout dans le contexte de distanciation sociale auquel on fait face aujourd'hui. Donc en fait, c'est d'accord réinventer le parcours client en magasin, mais aussi réinventer le parcours client en termes de fidélisation et en termes d'engagement client. Et pour ça, on a plusieurs, on va dire, typologies de parcours possibles que l'on peut mettre en place. Le premier, assez standard, mais qui est vraiment la base de tout programme de fidélité, c'est un parcours de fidélité transactionnel. Quand on pense fidélité transactionnelle, tout de suite nous vient à l'esprit, et c'est un peu un automatisme, mais c'est logique, ces programmes de fidélité de la fin des années 90, début des années 2000. Où voilà, j'allais à mon supermarché ou à mon enseigne, mon magasin, et j'ai mon 1 € est égal à 1 point, mon 1 € est égal à 10 francs. Voilà, tout achat donnait lieu à une collecte de points et derrière, j'avais ce catalogue de récompenses assez varié, assez immense, qui me permettait d'avoir accès à voilà, des récompenses assez diversifiées au final. Il est important de garder à l'esprit que ce transactionnel, ce type de fidélité reste encore aujourd'hui et encore présent aujourd'hui. On n'a pas réinventé la roue. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin rien qu'avec du transactionnel. Et c'est souvent un mode de fidélité, en fait, au final, qui est assez sous-exploité. Et rien qu'avec du transactionnel, rien qu'en restant dans cette dynamique-là, on peut faire beaucoup de choses. On peut dynamiser son programme et engager son client plus en avant. Quand je prends la première étape au niveau de l'achat client, voilà, j'ai mon 1 € est égal à 1 point sur tout mon magasin, sur toute ma marque, sur toute mon enseigne. Pourquoi ne pas déjà aller mettre des boosters sur certaines catégories? Soit la catégorie qui aura été déclarée comme la catégorie préférée du client, soit justement si l'enseigne ou la marque souhaite booster une catégorie en particulier. Donc, on peut voilà, aller booster une catégorie, aller booster, pourquoi pas aussi, un article ou l'article préféré du client. Ensuite, on peut également, pourquoi pas, venir dynamiser en termes d'horaire ou de jours d'achat du client. Alors, tout de suite, on va penser aux happy hours. Voilà, le jeudi de 16h à 20h, vous allez avoir les points doublés sur tout le magasin, sur toute la marque ou sur une certaine catégorie d'achat. On peut également venir dynamiser certains horaires ou certains jours creux, justement, pour aller dynamiser les achats sur ces jours-là, sur ces horaires-là. Donc, rien qu'en termes d'achat client, on peut déjà aller beaucoup plus loin. En termes de collecte de points également. De manière générale, quand on pense fidélité, on pense à une seule balance de points. Tous les achats, toutes les actions que je peux faire vont donner lieu, vont aller en fait sur cette balance de points principale. Mais on peut tout à fait
avoir plusieurs balances de points. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le transport, donc les trains, si vous êtes client régulier, ou même tout ce qui est compagnie aérienne. Donc, je vais avoir une balance de points qui va me permettre de cumuler mes points pour accéder à des récompenses et une autre balance de points qui va me permettre d'accéder à certains niveaux statutaires et donc derrière certains bénéfices. Et ça, c'est quelque chose qui est encore assez sous-exploité au final dans le retail de manière générale. La deuxième chose, c'est pourquoi pas d'aller venir un petit peu dynamiser cette période d'expiration des points. De manière générale, au niveau des enseignes et des marques, on a les points qui expirent au bout de 12 mois, au bout de 24 mois. Pourquoi ne pas aller justement changer ça? Et si j'ai gagné mes points, peut-être les points boosters vont avoir une période de validité plus courte. Peut-être que les points que j'ai acquis pendant les soldes vont expirer à une date bien précise et la même pour tout le monde, qui va être le 30 août, etc., etc. Donc aussi avec les points, avec ces notions de balance de points, d'expiration des points, on peut déjà aller plus loin dans le dynamisme de son programme de fidélité. Enfin, au niveau des récompenses, on a bien sûr ce fameux catalogue de récompenses qui va inclure des récompenses physiques ou des récompenses digitales, un coupon à utiliser. Et on a quelque chose aussi qui est de plus en plus apprécié par nos clients, c'est le fait de pouvoir donner ses points. Donc, donner ses points pour un projet, donner ses points pour une association, pour une œuvre caritative qui est choisie par la marque, en fait. Et ça permet déjà de répondre à ces problématiques, de faire écho aux actions de RSE de la marque, puisqu'on va venir, si je suis une marque et que je supporte, pourquoi pas, une association envers les enfants, ça va me permettre de communiquer aussi via le catalogue de récompenses sur ce que je peux faire avec cette association. Et on en va engager aussi les clients, puisqu'en tant que marque, on va dire, venez m'aider à accomplir telle ou telle action pour cette association, j'ai tel ou tel projet, venez avec moi vous engager avec cette association. Donc voilà, rien qu'avec du transactionnel, en restant sur un socle de fidélité assez standard au final, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et ça suffit d'ailleurs de manière générale pour beaucoup d'enseignes et beaucoup d'entreprises. Ensuite, il y a une deuxième notion, c'est pas nouveau. On en parle depuis quelques années déjà maintenant, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est tout ce qui va être fidélité relationnelle. On n'a pas un client aujourd'hui qui vient nous voir chez Comarch sans avoir un projet de fidélité qui est basé, qui est centré autour du transactionnel, mais également qui inclut des notions de relationnel. Parce que ça permet de réellement créer du lien avec son client et de l'engager encore plus en avant. Ce qui est crucial quand on parle de fidélité relationnelle, c'est cette notion d'événement externe, donc la première étape à gauche. Un événement déclencheur, ça peut être l'achat du client, comme on l'a vu dans le transactionnel, mais également un événement externe. Qu'est-ce qu'un événement externe? C'est absolument tout type d'événement qui va arriver en dehors du programme de fidélité, mais qui lui est transmis et qui va pouvoir donner lieu à récompense. Typiquement, je télécharge l'application mobile de la marque. Je vais être récompensé à hauteur de, pourquoi pas, 50 points. Ou je m'enregistre avec ma carte fidélité sur l'application LivePay. Pourquoi ne pas aussi récompenser son client pour ça? Je poste un commentaire produit. Voilà, j'ai acheté tel produit, je veux partager mon expérience sur le site de la marque. Je vais être récompensée, par exemple, on va me donner 10 points, etc. Maintenant, un événement externe, ça peut être aussi une action du client. Par exemple, je vais ramener des vêtements à recycler, je vais ramener des contenants vides. Tout ça va pouvoir donner lieu à récompense pour le client, soit en termes de points, et pourquoi pas sur une deuxième balance de points qui a une valeur différente, soit pourquoi pas me récompenser en coupon. Voilà, je ramène mon manteau usagé de l'année dernière en seconde main, et pour ça, la marque va me donner un coupon de 10% utilisé sur la catégorie des manteaux uniquement, etc., etc. Ça peut être le fait de participer à un atelier. La marque a lancé un atelier particulier sur un thème. Pourquoi pas, à la fin, justement, récompenser le client avec un coupon ou avec des points, etc., etc. Donc, absolument tout type d'événement externe. Là, la limite, c'est vraiment l'imagination des équipes marketing et la possibilité de nous renvoyer l'événement. Et on va comme ça, en fait, démultiplier toutes les possibilités du programme de fidélité.
Enfin, quand on parle de collecte de points, on peut matérialiser ces collectes de points ou matérialiser les différentes actions du client, notamment avec des leaderboards, donc des classements clients. Par exemple, celui qui ont ramené le plus de vêtements à recycler ou le plus de produits à recycler, qui ont fait pourquoi pas le plus de kilomètres à vélo pour telle association, etc., etc. Donc, on peut avoir cette notion de leaderboard, de classement, mais également cette notion de barre de progrès. Donc, que ce soit, par exemple, une barre de progrès pour un projet avec une association ou une barre de progrès pour moi, voir combien de points il me reste à collecter pour atteindre le statut or ou le statut argent. Et toutes ces notions de classement, de barre de progrès, en fait, ça mène à un certain challenge pour le client. Il me reste tant de points accumulés, je vois où je suis dans le classement et on introduit comme ça en fait des notions de gamification pour le client. Donc, la gamification, c'est un mot qui peut paraître assez vaste, assez gros, qui peut faire peur, mais au final, ça peut être mis en place juste par des fonctionnalités, des mécaniques simples, mais qui ont réellement une efficacité assez incroyable. Donc, que ce soit via les leaderboards, que ce soit via les barres de progrès, mais on a également tout ce qui va être plutôt récompense digitale. Et par récompense digitale, j'entends notamment tout ce qui va être badge. Voilà, je ramène X produits à recycler. Au bout d'un moment, si j'atteins, je ne sais pas, 10 produits, je vais recevoir le badge Earth Lover, par exemple, sur mon front-end de membre. Et pareil, au niveau des badges, on va venir déclencher chez le client, chez le membre, cette notion de collection. Je vais voir les badges que je peux cumuler. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles actions je vais pouvoir faire pour cumuler tel ou tel badge? Et en fait, sans qu'on s'en rende compte, ces badges sont déjà énormément utilisés aujourd'hui, que ce soit sur Google, que sur Amazon ou même sur TripAdvisor, en fonction du nombre de commentaires qu'on va mettre. On va avoir différents badges, différents niveaux de badges qu'on va pouvoir atteindre. C'est également quelque chose qu'on a mis en place pour une compagnie aérienne aux États-Unis, JetBlue. Donc, ils ont gardé en fait leur programme de fidélité assez standard. Et à côté de ça, on avait ce programme où on pouvait gagner des badges, partager les badges qu'on avait gagnés avec ses amis sur les réseaux sociaux. Et ça a eu un succès assez incroyable. Je vous ai parlé beaucoup de choses, que ce soit en termes de transactionnel ou en termes de relationnel. Ce qui est important de garder à l'esprit dans un programme de fidélité et dans le parcours de fidélité du client, c'est que c'est quelque chose qui doit rester dynamique. On a bien conscience qu'en tant qu'enseigne ou marque, on ne peut pas mettre en place tout ça d'un coup. Et c'est justement l'intérêt, en fait, de ne pas mettre en place tout ça d'un coup en une fois, mais d'y aller petit à petit, commencer par du transactionnel, rajouter un petit peu de relationnel, rajouter des dons à des associations, rajouter des classements, des barres de progrès. Et en fait, ça permet de dynamiser le programme de fidélité et de garder, en fait, l'engagement client et de créer un lien avec son client dans tout le parcours de fidélité. Voilà, je vous ai parlé de parcours de fidélité. Maintenant, on va plutôt parler parcours client en magasin. Et pour ça, je vais laisser la place à Frédéric. Merci Jessica. La place numérique, naturellement. Oui. Je souhaite commencer par rappeler notre proposition de valeur, réinsister sur le contexte dans lequel on intervient et notamment le contexte est caractérisé par l'omniprésence du smartphone dans notre quotidien. Cette omniprésence modifie nos comportements. Je pense qu'on voit également émerger des initiatives nouvelles qui, quelque part, surfent sur ces phénomènes et qui représentent une certaine rupture et un challenge pour l'écosystème du retail. Et c'est face à ces challenges que nous proposons des solutions et c'est face à ces challenges que nous accompagnons également l'écosystème du retail. Alors, nous en comptons 3 pour être un petit peu schématique. Le premier, il est lié au fait que la première vitrine du commerçant, c'est le smartphone. Aujourd'hui, il faut exister sur le smartphone de ses clients, mais aussi de ses prospects pour se référencer, pour faire valoir et animer son offre commerciale et pour animer sa communauté. Or, le premier réflexe qui a été celui des enseignes en général a été de développer une application mobile. Or, c'est un challenge puisqu'il y a plus de 5 millions d'applications sur les stores
Et donc, c'est évident que toutes les enseignes, toutes les marques, tous les magasins, tous les commerçants n'auront pas leur application sur les smartphones de tous les clients et de tous les prospects. Donc, on travaille sur ce challenge. Le deuxième challenge est lié au fait que on est plongé dans dans un univers d'instantanéité, c'est-à-dire que les nouvelles plateformes nous mettent à un clic pour accéder aux biens et aux services, que ce soit Amazon, Netflix, Doctolib, alors c'est pas un service, on va dire, Deezer, etc. Et donc, la conséquence, c'est qu'on est devenu, en tant que consommateur, très sensible aux irritants points de vente. Alors, les irritants points de vente, évidemment, il y en a beaucoup, mais on va travailler essentiellement sur les irritants liés à l'attente en caisse. 40% des Français aujourd'hui considèrent que l'attente en caisse est encore trop longue et 24% auraient été jusqu'à renoncer à un achat pour cette raison. Donc, il y a un vrai sujet sur l'attente, mais il y a d'autres irritants parce qu'à l'ère du digital, on a encore énormément d'instruments physiques, cartes de fidélité, tickets de caisse, coupons de réduction, cartes bancaires, etc. Et donc, il y a un vrai volet d'amélioration du parcours client en caisse, justement pour éviter qu'il y ait une cannibalisation par des propositions qui sont beaucoup plus ambitieuses en termes de fluidification de l'expérience client. Et le troisième challenge sur lequel nous travaillons est lié au fait que de la même manière, ces nouvelles propositions, ces nouvelles plateformes sont très attentives à la personnalisation de la relation client et de l'animation commerciale. Et donc, il y a une attente qui se démocratise, une attente de personnalisation, de localisation pour que le consommateur se sente reconnu dans ses centres d'intérêt, qu'il se sente reconnu en général dans sa relation avec l'enseigne, le magasin, etc. Alors, le challenge, il est lié au fait que pour personnaliser une relation client, il y a un préalable, c'est d'avoir la connaissance client. Parce que si vous ne connaissez pas votre client, évidemment, vous ne pouvez pas personnaliser la relation. Et donc, on a un troisième challenge qui consiste à optimiser, à fluidifier la collecte de connaissances clients pour ensuite effectivement engager un cercle vertueux en termes d'animation commerciale. Et évidemment, c'est une proposition de valeur absolument convergente avec celle proposée par Comarch. Alors, dans un contexte sanitaire que vous connaissez, l'attente en caisse est devenu un problème encore plus important. Pourquoi? D'abord parce que, alors pas que l'attente en caisse, le passage en caisse en général. D'abord parce qu'en caisse, aujourd'hui, on échange encore des instruments physiques et sur le plan sanitaire, c'est évidemment pas recommandé. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup, et j'en fais partie, ont une sorte d'appréhension quand il s'agit de faire le code PIN sur le TPE. Alors, j'ai évidemment rien contre le TPE, mais c'est le fait de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés avant. Et si je peux faire un sans contact avec mon smartphone, je suis très content. Évidemment, échanger des tickets de caisse, etc., ce n'est pas non plus recommandé. Ensuite, il y a le principe même de la ligne de caisse qui est un entonnoir. C'est-à-dire que vous êtes en magasin, il y a un entonnoir à la ligne de caisse. Donc, il y a un deuxième enjeu qui consiste à trouver des alternatives qui permettent d'éviter les attroupements en ligne de caisse. Alors, d'abord, parce qu'évidemment, ça crée de l'attente et structurellement, c'est un challenge. Mais plus globalement, ça crée aussi de l'attroupement qui, sur le plan sanitaire, n'est pas recommandé. Donc, on a ces enjeux qui peuvent être adressés. D'abord, on peut simplifier et accélérer un passage en caisse classique, notamment en dématérialisant les actions qui le composent. Ça, c'est une évolution, je qualifierais ça d'une évolution. Mais on peut également supprimer le passage en caisse. Alors, je qualifierais plutôt ça de révolution, puisque là, de fait, on aura adressé tous les challenges en une seule démarche. Alors, comment on s'y prend pour faire tout ça? La première étape pour mettre en œuvre des solutions innovantes consiste à engager une démarche wallet qui va permettre de dématérialiser le paiement. Alors, le wallet, c'est un portefeuille dans lequel on va pouvoir dématérialiser tous les instruments qu'on utilise lors du passage en caisse, notamment les cartes de paiement, qu'elles soient classiques, cartes de débit ou des cartes privatives qui portent un certain nombre de fonctionnalités de facilité de paiement, des moyens de paiement alternatifs comme les titres restaurants dématérialisés. On va également dématérialiser les instruments
de fidélisation, notamment la carte de fidélité, et ce qui va avec, c'est-à-dire les chèques réduction, les coupons, etc. Et naturellement, on va dématérialiser le ticket de caisse en fin de parcours. Pour une petite anecdote, j'ai encore été dans une grande surface ce week-end et je pense avoir eu 1 mètre de papier. Voilà. Et honnêtement, alors j'ai un discours polarisé et je suis très passionné, mais 1 mètre de papier aujourd'hui, ça fait un peu presque anachronique en sortie de caisse, connaissant, je dirais, l'accès au digital et finalement la digitalisation d'à peu près tout. Alors l'intérêt ici, une fois que j'ai dématérialisé tous les instruments qui interviennent lors du passage en caisse, c'est que je vais pouvoir dématérialiser le passage en caisse. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la toute première étape consiste à, entre guillemets, simplement fluidifier le parcours classique. Alors ici, c'est un exemple au champ. C'est l'exemple sur lequel on a travaillé avec Comarch. C'est un développement qui a été fait en 2015, mis en production en 2016. Donc, c'est une expérience qui a une grande maturité. Elle permet, en passant en caisse et en présentant simplement le QR code que vous voyez à l'écran, de remplacer la présentation de la carte de fidélité, la présentation des éventuels coupons, le paiement avec une carte bancaire ou avec une carte Honey ou une carte Wahoo qui porte des facilités de paiement. Et ensuite, de dématérialiser le ticket de caisse. Et tout ça, donc, en un seul geste, évidemment, sans aucun contact, au passage, sans plafond de paiement, puisqu'on a la notion de plafond sur le sans contact à 50 €. Comme vous le savez, le sans contact mobile est déplafonné. Et donc, vous avez ici, sur cette solution, sur cette mise en œuvre, la fluidification du parcours client classique. Le deuxième avantage, alors évidemment, fluidification, dématérialisation et accélération, puisque un passage en caisse ici va se faire en quelques secondes, alors que, évidemment, ça dépend des personnes, mais tous les instruments qu'on va utiliser, ça va prendre plutôt de l'ordre de la minute. Une fois que le paiement ou le passage en caisse a été dématérialisé, dans son intégralité, c'est-à-dire en transposant tous les processus et pas exclusivement le paiement carte bancaire, puisque ensuite, effectivement, ça serait incomplet, on peut alors, sur la base de la dématérialisation de cette phase de paiement, mettre en œuvre des parcours alternatifs. Puisque, de fait, comme vous l'avez compris, on s'est affranchi de la relation physique. On n'a pas de TPE, on n'a pas besoin d'insérer une carte dans un TPE ou de donner une carte à un hôte ou une hôtesse de caisse. Tout est fait entièrement dématérialisé et on peut donc diversifier les parcours et notamment innover avec le Scan & Go. Alors, le Scan & Go, ça consiste simplement à faire ses achats dans un magasin en constituant un panier. Alors ça, je suis dans la notion digitale du terme, en scannant le code barre du produit que j'ai pris en rayon. Donc, je vais prendre mon paquet de pâtes, par exemple. J'ai un code barre, évidemment, sur le paquet. Et je vais le scanner avec l'application LivePay. Et ce produit va donc rentrer dans mon panier qui est constitué dans l'appli. Et je vais en parallèle mettre le produit dans mon sac ou dans mon caddie. Je vais faire ainsi mes achats et à la fin de mes achats, je vais cliquer sur payer et je vais avoir une phase de checkout qui permet le vocabulaire un petit peu online qui est basée évidemment sur l'application LivePay et sur tout ce que j'ai mis dans mon wallet. Et donc là, on va faire intervenir la fidélité, les paiements, les moyens de paiement, le paiement plusieurs fois, etc., etc. Et je vais alors pouvoir sortir du magasin sans passer en caisse. Voilà. Donc, ça reste une innovation importante en termes de parcours client et d'expérience client. Ce qui doit être souligné, c'est que ce n'est pas forcément un niveau d'effort démesuré sur le plan technico-fonctionnel. Et notamment quand en plus, on a des pré-intégrations, alors qu'ils sont pas, on ne peut pas qualifier ça de solution sur étagère, puisque tous les clients vont avoir un certain nombre de spécificités. Mais le niveau d'effort pour mettre en place une solution de ce type n'est pas forcément très important. Et en l'occurrence, à titre d'exemple, avec notre partenaire Total, on l'a mis en place en 2 mois, puisqu'ils avaient l'ambition de proposer ce parcours sur les stations-service
de l'A10 cet été pour les déplacements des vacances scolaires, en anticipant évidemment un certain nombre d'inquiétudes sur le plan sanitaire. Ça permettait d'offrir des alternatives au passage en caisse classique qui, comme vous le savez tous, dans les périodes de forte affluence, n'est pas forcément agréable sur les stations, sur les aires de service. Alors, donc, c'est ça, je réinsiste, ce ne sont pas des efforts, ce n'est pas des tunnels de 2 ans d'intégration, de projets complexes, etc. Pour vous qualifier ça de manière un peu schématique, il y a 2 flux. Il y a un premier flux qui consiste pour Life à récupérer finalement un fichier produit avec des éléments classiques prix, description. Et il y a un deuxième flux qui consiste pour Life à réinjecter, là on parle en l'occurrence du système d'information de l'enseigne, à réinjecter le journal des ventes. Vous voyez, mettre en place 2 flux. On peut en plus faire de différentes manières, des échanges de fichiers, tout ça. Je suis plutôt en train de m'exprimer à ceux qui imagineraient le niveau d'effort de mise en œuvre. Tout ça est très accessible. Alors, en termes de parcours client, je vous ai imagé l'expérience. Donc, vous lancez l'application LivePay. Vous cliquez sur le magasin dans lequel vous êtes. Alors, il y a une vérification en termes de géolocalisation pour sécuriser le fait qu'il y ait une bonne association entre le magasin dans lequel vous avez accédé aux produits, etc., et celui dans lequel vous êtes. Ensuite, vous faites vos achats en scannant les codes barres. Vous avez un récapitulatif et puis vous payez de manière tout à fait fluide. Je souligne également que LivePay bénéficie d'un agrément qui est octroyé par le GIE carte bancaire qui permet de respecter les contraintes réglementaires d'authentification forte. Alors, je ne veux pas rentrer dans du jargon, mais en gros, on n'a pas d'appel au 3D Secure puisque nous sommes nous-mêmes délégataires de l'authentification. Donc, il n'y a pas de bascule sur une application bancaire ou réception d'un SMS qu'on devrait ressaisir dans l'application pour valider le paiement, puisque, comme vous vous en doutez, c'est un paiement dit en ligne. C'est un paiement en ligne fluide grâce à l'agrément que nous détenons. Je vois des questions. Je propose d'aller à la fin de ma présentation et d'adresser les questions par la suite. Puisqu'il y a un point, au-delà du fait que effectivement l'aspect technico-fonctionnel est tout à fait digeste, c'est une innovation de rupture au niveau du client et au niveau du personnel de magasin. Et donc, c'est important également de souligner que finalement, notre expertise réside également dans l'accompagnement des enseignes sur ce volet-là. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas de réponse unique. Je dirais, il y a presque autant de réponses que d'enseignes ou de typologies d'enseignes pour la sortie de magasin, étant entendu qu'elle va dépendre de la géographie des lieux, elle va dépendre du fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de vigile ou de personnel de sécurité en magasin, elle va dépendre de la politique de relation client que souhaite défendre l'enseigne. Elle va dépendre de toute une série de paramètres et donc, de fait, ce sont des éléments qui doivent être co-construits avec l'enseigne. Alors, je vous présente mes excuses parce que j'ai 2 téléphones qui sonnent en même temps, c'est très perturbant. Voilà, c'est terminé, excusez-moi. Donc, de fait, je prends un exemple. Dans la cosmétique, vous allez inciter à avoir une sortie de magasin qui passe tout de même par un échange avec un conseiller ou une conseillère, parce que, par exemple, vous savez qu'un des points consiste à mettre à disposition des échantillons de produits, alors que dans d'autres enseignes, chez Casino par exemple, on va s'attarder à faire une sortie de magasin avec le moins de personnel possible. Ça permettra d'avoir des horaires étendus ou d'ouvrir le dimanche. Donc, il y a bien l'objectif, les données d'entrée, tout ça fait partie de notre savoir-faire. Par exemple, également, nous avons des solutions logicielles que l'on met à disposition des personnels de magasins, de personnels de sécurité, afin qu'ils puissent, en toute autonomie, avoir l'information des personnes qui sont en train de faire des achats Scan & Go dans le magasin. Il y a même des outils de scoring qui va les inviter à plutôt contrôler cet utilisateur
plutôt que celui-là, etc., etc. Voilà pour le Scan & Go. J'espère que j'ai été suffisamment pédagogique pour vous expliquer en tout cas comment ça pouvait fonctionner. Alors, je lis rapidement la question pour voir s'il est pertinent d'y répondre tout de suite. Le problème, c'est l'expérience qui parle, c'est la technique qui ne suit pas. Impossibilité de finaliser le parcours et de payer dans cette grande chaîne de distribution d'origine stéphanoise à laquelle est associée l'AFP. Très bien, donc je ne vais pas donner le nom de cette grande enseigne d'origine stéphanoise à laquelle est associée l'AFP, même si je pense qu'on parle de casino. Ce que j'ai comme réponse, ce n'est pas une réponse qui est très élégante, mais malheureusement, nous ne faisons pas le Scan & Go pour l'AFP puisqu'ils le font avec Budgetbox, étant entendu qu'ils avaient une implémentation Scanet et ça a été plus pertinent pour eux de porter l'implémentation Scanet dans l'application Casino Max que de dupliquer une deuxième solution assez proche finalement et d'avoir à maintenir deux solutions. Donc, c'est effectivement pas notre solution, donc ça nous désengage en tout cas du dysfonctionnement. Malheureusement, ce qui est important évidemment, c'est l'expérience client sur le principe en tant que tel. Alors je dirais, c'est le propre des innovations en général. Effectivement, les innovations, je me rappelle des premières heures du téléphone portable où ça coupait en pleine conversation, etc. Je vous l'accorde, une montée en maturité qui est la phase dans laquelle on se trouve. Je ne peux pas y répondre plus avant parce que je n'ai pas d'éléments sur cette expérience. Tout état de cause, oui, c'est possible qu'il y ait des dysfonctionnements, je ne vous contredirai pas. Il y avait également une question dans la catégorie questions cette fois-ci. Comment sont prises en compte les promotions avec le Scan & Go? Je pense que ça peut être intéressant peut-être d'y répondre maintenant. Ben, en fait, je l'avais lu, justement, Jessica, puis comment on allait en parler. Ok, pas de souci. Je te rends la parole alors. Donc, quelles sont les synergies Comarch et l'IFP? Voilà, je ne sais pas si vous avez des idées, des éléments qui vous viennent en tête, mais la réponse est assez simple. En fait, à chaque étape du parcours client, que ce soit le parcours de fidélité, que ce soit le parcours en magasin, on a des synergies qui peuvent se faire entre Comarch et l'IFP. Voilà, par exemple, Comarch, on va adhérer au programme de fidélité sur des front-end clients, que ce soit sur l'application mobile, que ce soit sur le site web, que ce soit en magasin. Et ensuite, on va pouvoir avoir différents contacts avant, pendant et après l'achat, j'y reviendrai. Alors que l'IFP, on va pouvoir avoir directement une adhésion avec l'IFP. Je ne sais pas si tu veux dire un mot en plus là-dessus, Frédéric. Oui, parce que je pense que c'est particulièrement innovant. Le fait qu'on ait donc dans notre wallet, évidemment, nos moyens de paiement, nos cartes de fidélité, etc. Je rappelle qu'on a nos données personnelles. Et en l'occurrence, nous avons une autorité de tutelle, la CPR, qui est une filiale de la Banque de France. Et sur le plan réglementaire, on est obligé de vérifier l'identité de nos clients. Donc, nous collectons les justificatifs d'identité des utilisateurs de l'application l'AFP. Et à ce titre-là, nous avons des données personnelles très solides. Ce qu'on propose, et en l'occurrence dans une intégration ou une pré-intégration, c'est là que c'est également intéressant, c'est que dans ce cadre, on va pouvoir avant, pendant, peut-être pas pendant, mais avant ou après l'achat, faire des campagnes, alors que j'appelle d'encartage, qui sont finalement ciblées. On va soit cibler sur des profils sociodémographiques, soit cibler sur des profils comportementaux. Par exemple, un utilisateur qui a payé avec l'AFP dans telle enseigne, mais qui n'a pas dématérialisé sa carte de fidélité alors qu'il en a d'autres dans son wallet. Donc, on part du principe à vérifier, mais en tout cas, on part du principe qu'il n'a pas il n'a pas de carte de fidélité avec cette enseigne-là. Et donc, il reçoit une notification sur son smartphone. On lui présente l'intérêt du programme de fidélité et on lui propose d'y adhérer en 2 clics. Alors, le premier clic consiste à valider la petite coche RGPD. J'accepte de transférer mes données personnelles à telle enseigne dans le cadre de l'adhésion à son programme de fidélité. Transparence du traitement, etc. Je vous passe les détails réglementaires. Et deuxième clic sur valider. Et là, nous allons transférer sur la base de l'opt-in collecté toutes les données personnelles pour créer dans le système d'information fidélité un nouvel utilisateur et système d'information qui va nous retourner l'identifiant qu'on va loger dans le wallet. Donc, on peut le faire sur des campagnes
tout à fait indépendante du comportement d'achat, ou on peut le faire sur des campagnes en sortie de caisse ou dans des contextes sur des déclencheurs comportementaux. Je pense qu'effectivement, là, c'est innovant puisqu'on a encore la quasi-totalité des programmes de fidélité qui alors, soit font appel au remplissage d'un formulaire avec un stylo et un papier en magasin. Alors là, moi, je ne suis peut-être pas dans la cible, mais en tout cas, j'y vais pas. Ensuite, vous avez ceux qui vous invitent à aller ensuite sur Internet pour compléter vos données personnelles. Et d'expérience, on sait que le taux de transformation n'est pas toujours optimal. Donc, c'est une alternative, c'est un complément, évidemment. Ça ne vient pas en remplacement, ça vient en complément de ce qui a été présenté. Et si on s'attarde un peu plus en détail sur comment on peut agir, donc sur ce parcours client qu'a présenté Frédéric du Scan & Go, comment on peut agir avec la fidélité. En fait, c'est important de comprendre que quand on parle de fidélité, systématiquement, on pense fidélité, communication, interaction avant achat. Je vais, par exemple, prévenir mon membre qu'il va y avoir une offre booster sur telle catégorie. Également après achat, pour lui communiquer, par exemple, le nombre de points qu'il a gagné, pour le féliciter d'avoir atteint un nouveau statut, voilà, je suis passée hors, etc. Donc, on a au final des points de contact clients en fidélité qui sont très avant achat et après achat. Et il y a toute une partie, et c'est là où il y a une synergie très forte avec le Scan & Go, il y a toute une partie qui est un peu plus méconnue, moins utilisée, c'est agir avec la fidélité pendant l'achat. En fait, on a la possibilité, avec les solutions Comarch, de communiquer directement pendant l'acte d'achat, pendant que le client est en train de constituer son panier. Ça peut être lorsque je suis en train de constituer mon panier sur le site Internet, donc dans le tunnel du commande, à chaque fois que je vais ajouter un article. Mais de la même manière, ça peut être sur l'application LivePay quand je rajoute des produits en magasin directement dans mon panier virtuel, mon Scan & Go, puis mon vrai panier en magasin. Et ça peut être des messages du type, voilà, avec cet article, vous gagnez 10 points. Cet article vous permet de doubler vos points, donc vous allez gagner 20 points. Ou même d'aller plus loin avec le croisement des données et l'analyse des données, j'en parlerai juste après. Par exemple, j'ai mis tel article dans mon panier, alors pourquoi pas me suggérer également de mettre tel article qui est lié. Voilà, par exemple, j'achète mon shampoing, pourquoi pas me proposer une promotion directement pour un après-shampoing. Voilà, donc ce genre de croisement de données, de stimuler en fait, de dynamiser directement, de communiquer directement avec son client pendant l'acte d'achat, pendant qu'il est en train de constituer son panier. Ce qui est important pour faire ça et qui est la base, en fait, c'est d'avoir une base de données clients, d'avoir des données clients qui sont solides et qui sont riches. Et d'où l'importance de la donnée client qui a aussi été mise en avant avec la crise sanitaire et les reconfinements successifs. De plus en plus, les clients prennent conscience de l'importance de la donnée, notamment avec le RGPD. Voilà, à chaque fois que je vais sur un site Internet ou que je m'inscris quelque part, je dois valider le fait que je vais donner mes données, justement, à la marque ou à l'enseigne. Donc, on a vraiment une prise de conscience et l'échange qui est fait avec le membre et ce que se dit le membre, c'est d'accord, je donne mes données, mais en échange, faites en sorte de personnaliser. Envoyez-moi des offres qui me sont dédiées. Donc, on parle de personnalisation, mais aussi d'hyper-personnalisation aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui peut être mis en place justement pendant la constitution du panier, comme j'en parlais juste avant. Et enfin, on peut aller encore plus loin en utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc, encore une fois, c'est des mots qui paraissent assez gros, assez importants, englober plein de choses, tout et rien. Mais en fait, avec le traitement de la donnée existante, on peut avoir des actions assez concrètes pour le client. On peut faire de l'autosegmentation. On peut faire, comme je le disais, de l'analyse de produits fréquemment achetés ensemble pour pouvoir faire des promotions de produits liés ensemble ou des suggestions justement à son client pendant qu'il est en train de remplir son panier d'achat. Et enfin, on a la suggestion de la prochaine meilleure offre. Donc, ce n'est pas nécessairement pendant le parcours d'achat, mais ça peut être, voilà, j'ai acheté un canapé, quelle est la probabilité derrière que je change de table basse, etc., etc. Donc, on a toutes ces données un petit peu de prédiction, d'anticipation par rapport aux données déjà présentes de la marque ou de l'enseigne. Voilà pour moi sur la donnée. Je pense que Frédéric, tu voulais aussi dire un mot là-dessus. En fait, j'allais te paraphraser, puisqu'effectivement, un des points différenciants, c'est Scan & Go, c'est de pouvoir intervenir en cours d'achat. Mais tu l'as très bien expliqué.
Il y avait une question d'Olivier sur comment sont prises en compte les promotions avec le Scan & Go. Est-ce qu'on a répondu, Olivier, à cette question? Ouais, Frédéric, hein, si je peux me permettre, il y a pas mal de questions autour de la prise en compte du moteur de promotion. Donc voilà, juste pour bien expliquer les choses, donc entre la plateforme Comarch et la plateforme LivePay, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégralité des promotions sont gérées et drivées par les métiers dans la plateforme Comarch. Et donc aujourd'hui, et c'est extrêmement important dans la mécanique, aujourd'hui en fait, les promotions tout client, donc clients fidélisés mais aussi non fidélisés, sont référencées au niveau de notre plateforme en temps réel. Et ce qui permet aujourd'hui de se connecter avec la plateforme LivePay pour en temps réel en fait aller quand le client compose son panier avec le Scan & Go avec l'application LivePay, aller pouvoir en temps réel en fait référencer les promotions. Donc à acheter, le ZAM 50%, etc. Donc tout ça c'est fait en temps réel. Et ce qui est important, c'est que aujourd'hui, pourquoi c'est complètement décorrélé d'une caisse traditionnelle, ce moteur de promotion, puisqu'effectivement on voit de plus en plus, et ça c'est une tendance très forte, d'avoir en fait des solutions de Scan & Go où on utilise le téléphone du client pour que le client compose son panier avec les promotions qui vont bien, également jusqu'au paiement et la fidélité, donc, notamment avec la plateforme LivePay. Donc voilà, ça c'est des questions qui reviennent assez fortement. Je ne sais pas si tu veux compléter, Frédéric, par rapport à ça. En fait, tu l'as dit, donc LivePay ne développe pas, ne propose pas, ne gère pas de moteur de promotion. Donc, dans tous les cas de figure, le moteur de promotion est celui du client. Et donc, alors, je ne vais pas rentrer sur le plan technique, puisqu'effectivement, il peut y avoir différentes typologies ou modalités d'implémentation, mais le moteur de promotion qui est mis à contribution est celui du client. Donc là, typiquement, on va réinjecter le panier chez Comarch qui va recalculer les promotions avant de nous présenter le ticket, le prix final, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, sur les tendances, c'est d'avoir un moteur de promotion omnicanal, à la fois du Scan & Go avec une plateforme comme LivePay, la caisse, mais on fait aussi des caisses, donc on sait très bien de quoi on parle, pour que la caisse classique, qui existe encore en magasin, puisse intégrer les promotions et également toute la partie digitale. C'est-à-dire que sur un drive, sur un site e-commerce, il faut que les promotions s'appliquent. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un moteur complètement décorrélé des systèmes qui permet en fait de donner l'intelligence en temps réel des promotions. Et ça, c'est extrêmement important parce que souvent, on est face à 4-5 moteurs de promotion différents pour une même enseigne. Et donc, voilà, on parle effectivement beaucoup de commerce unifié, donc c'est à la mode, mais voilà, on parle aussi de système d'information unifié. J'ai aussi, donc il y a pas mal de questions, donc je les déroule. Donc, ouais, merci Jessica et Frédéric pour votre retour d'expert sur le sujet du jour. Donc oui, la question, donc c'est plus pour Jessica en termes, parce que voilà, on parle beaucoup enfin en tout cas on a parlé beaucoup, donc là je te laisserai aussi du coup y répondre, d'enseignes importantes. Est-ce que la fidélité Comarch est aussi accessible à des tailles d'enseignes plus petites? Oui, bien sûr, c'est justement un des objectifs de Comarch dans ces solutions de fidélité, c'est de proposer des solutions qui vont convenir aussi bien à des entreprises de plus petite taille, aussi bien à des Auchan, à des PMU ou à des Galeries Lafayette et Intersport. Donc en fait, on a une solution de fidélité qui est assez, assez malléable et qui convient également aux entreprises de taille moyenne. Et absolument tout ce que je vous ai présenté avant, tout ce qui est du transactionnel, tout ce qui est du relationnel, tout ce qui est événement externe, est aussi accessible à ces tailles d'entreprise-là. Ça peut également s'adresser à des entreprises, des grandes entreprises, pour autant qui commencent dans la fidélité, qui débutent dans la fidélité, et qui vont pouvoir déjà faire énormément de choses avec ces solutions de fidélité-là. Donc, on s'adresse vraiment à toute taille d'entreprise et également type d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de B2C. Il faut savoir que les programmes de fidélité sont extrêmement présents aussi en B2B, donc on les connaît moins. Mais il y a beaucoup de programmes de fidélité. Comarch a travaillé avec beaucoup de marques, d'enseignes différentes ou d'entreprises différentes pour mettre en place des programmes de fidélité B2B. Et on a également certains clients qui sont B2B2C.
Donc, c'est la plupart du temps des marques qui ne commercialisent pas leurs propres produits en direct, donc qui passent par d'autres enseignes. Voilà, donc on est vraiment sur des typologies de clients différentes et en termes de taille et en termes de mode de fonctionnement de client final. Et donc, une question pour toi, Frédéric. Merci à Jessica pour la réponse. Une question pour toi, donc je liste les questions, hein, du coup. Pour Frédéric, en termes de… Alors, effectivement, pareil, la même question en termes de typologie d'enseigne, de taille d'enseigne. Également, alors je pense que tu avais aussi évoqué un retour d'expérience, le time to market, enfin, en tout cas le temps de déploiement d'une solution de l'AFP pour une enseigne, en moyenne. Alors, les tailles d'enseigne, sur les solutions qui ont été évoquées, nous travaillons évidemment avec les tier 1, donc les grosses enseignes. À savoir, je ne l'ai pas évoqué, que nous avons aussi la possibilité de mettre en place des solutions dites en marque blanche, c'est-à-dire que les fonctionnalités que j'ai présentées, qui sont aujourd'hui portées par l'application l'AFP, peuvent être intégrées dans l'application de l'enseigne quand ça le justifie. Donc, pour évidemment les tier 1, mais on travaille pour toutes les typologies d'enseignes, toute taille d'enseigne. Évidemment, des solutions qui sont sur étagère, sont fonctionnelles. Et ensuite, en général, ce qui se passe, c'est qu'au plus l'enseigne est, je dirais, spécifique, au plus on va avoir des petits travaux d'adaptation. Et au plus l'enseigne est, je dirais, moyenne et standard, au plus c'est la solution sur étagère qui est utilisée. Je souligne également que les solutions qui sont mises en œuvre sont tout à fait adaptées aux organisations des enseignes, notamment franchiseurs, franchisés, master franchisés, etc. Je le souligne parce que c'est évidemment, quand on rentre dans le détail, des points de complexité. Quand une solution de fidélité qui n'est pas acceptée par tel franchisé, etc. Bon, bref, on connaît l'organisation du monde du retail. Donc, notre solution a été construite pour adresser ces particularités d'organisation. Par exemple, quand on parlait par exemple de casinos tout à l'heure, quand vous allez dans les casinos, sur les supermarchés et sur les magasins de proximité, donc vous avez une majorité de franchisés, voire de master franchisés, qui sont des regroupements de magasins franchisés. Donc, on adresse toutes les tailles de magasins ou d'enseignes. En termes je dirais de temps de mise en œuvre, alors, je vais enfoncer une porte ouverte. Au plus on prend la solution standard, au plus ça va vite. Et au plus on a des spécificités, évidemment, au plus il y a un travail, un niveau d'effort à fournir pour se connecter. On est d'abord connecté à un certain nombre d'éditeurs, et donc c'est des pré-intégrations qui font que c'est fonctionnel. Et ensuite, effectivement, il y a des particularités qui méritent d'être adressées. J'ai évoqué le cas Total tout à l'heure. On a lancé Total en 2 mois. Donc, entre la première discussion et la recette, ça a été 2 mois de travail. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, on est sur le minimum. Hein. C'est 6 à 8 semaines, c'est le minimum de mise en œuvre. Mais on l'a reproduit avec d'autres enseignes. On a travaillé par exemple avec Carrefour. Sur Carrefour aussi, on a eu des phases de mise en œuvre très, très, très rapides. Mais ça ne vous surprendra pas. Au plus on veut enrichir le fonctionnel et au plus on veut customiser la solution à des spécificités liées à telle ou telle enseigne, au plus il y a de travail. Voilà. Mais on n'a jamais mis 12 mois. Hein. C'est bien retenir que voilà, on est entre 6 semaines et 3 mois pour un périmètre initial. Et c'est vrai que cette partie-là est importante, hein, d'aller vite, hein, sur les projets. Et c'est pareil que chez Comarch, hein, on a une plateforme en mode cloud où on peut très rapidement, en fait, hein, quasiment du plug and play, mettre en place un système de fidélité. Donc plugger idéalement à la plateforme LivePay, hein, en un temps très rapide. Donc ça, c'est important. Et donc oui, là, une question aussi qui revient, c'est le taux d'adoption du scan and go. Donc parce qu'effectivement, c'est des nouveaux usages. Moi, je rebondis, hein, aussi. Aujourd'hui, je pense que vu le contexte sanitaire, il y a beaucoup d'usages, hein, qui ont été modifiés par les clients des enseignes, et notamment le drive qui explose de partout. Hein. Aujourd'hui,
il y a beaucoup de monde qui découvre le drive et qui aujourd'hui peuvent plus s'en passer. Donc je pense que, alors je te laisse répondre, hein, Frédéric, mais le scan and go, c'est aussi des choses qui sont en devenir, en tout cas qui vont monter en puissance. Alors, effectivement, ça reste marginal, évidemment, en termes d'adoption. C'est une innovation qui adresse, dans un premier temps, une cible de clients qui sont appétents à ce type de nouveautés, que nous, on qualifie à peu près de 15-20%, pas plus, hein, de la population. C'est factuel, l'innovation, elle ne s'adresse pas à 100% de la population. Ensuite, un élément majeur, c'est que l'adoption est intrinsèquement liée à l'engagement et à la promotion que va en faire l'enseigne. À titre d'exemple, on était solution à la grande épicerie, avec un usage d'ailleurs qui était soutenu du côté des employés, puisque les employés, ça leur permettait de faire leurs courses sans aller faire la queue. Ils avaient vite compris, puisque les employés, ils ont une carte carte spéciale avec une carte de fidélité spéciale qui porte des réductions spéciales spécifiques aux employés. Donc, ça leur permettait de faire leurs quelques courses en finissant leur service et partir sans faire la queue. Et donc, il y a eu une phase de mise en avant là, en décembre pendant les fêtes. On a multiplié par 10 l'usage. Donc, c'est mécaniquement ce type d'innovation, il faut l'accompagner en conduite de changement vis-à-vis évidemment du personnel de magasin, mais aussi des clients, avec une incentive pour découvrir l'usage, avec de la promotion, quelle qu'elle soit. Donc, on voit très bien les différences. Alors, ça va tout le temps rester, je dirais, marginal, puisqu'on est en dessous de 5%. Dans l'alimentaire, les chiffres que je me suis laissé donner c'est les meilleurs magasins scan and go peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, mais c'est vraiment l'exception. Aujourd'hui, c'est vraiment l'exception. On va être en moyenne entre 1 et 5%. Et encore, tout va dépendre de la typologie du magasin, de la typologie de la mise en avant, de la conduite de changement, des incentives proposés, etc. D'accord. Ok, bah, très clair. Merci pour la réponse. Je pense qu'on a terminé. Hein, donc, un grand merci, hein, Jessica et Frédéric. Hein, c'est voilà, très clair en tout cas. Donc le sujet du jour. Bien évidemment, je remercie l'intégralité des participants. Donc on était 80 en termes de participants aujourd'hui. Donc merci à vous. Donc on va vous envoyer bien évidemment un suivi avec aussi la vidéo qui sera enregistrée, hein, sur ce webinaire là. Et donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas aussi à continuer à nous poser des questions, hein, si besoin, parce que je pense qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, mais bon, après là, il y a un problème de timing. Donc encore merci à vous, merci Jessica, merci Frédéric, et à bientôt. Merci Anthony, merci Jessica, et au plaisir de continuer ces discussions. Également. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.